Merci de me donner la parole. C'est vrai que ça fait quelques années que je travaille sur le néolibéralisme. Alors du coup, ça m'a permis de réfléchir sur ce concept et le rapport de la gauche au néolibéralisme, puisqu'en réalité, la réponse ne va pas de soi. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'état de la gauche aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que j'appelle gauche? Parce qu'on m'a posé la question, c'est quoi la gauche pour toi? En fait, c'est très simple. La gauche, c'est globalement le NFP. C'est-à-dire les partis du NFP. Donc nous sommes de la gauche, bien sûr, LFI, le PS, les Verts, etc. Indépendamment des divergences qu'il peut y avoir au sein de la gauche. Alors, première chose, quand on regarde les élections législatives de 2024, effectivement, on a deux interprétations possibles du résultat. La première, c'est de dire on a gagné, puisqu'après tout, on est la première force de coalition à l'issue du second tour. Et puis, il y a une autre lecture qui était celle d'Emmanuel tout à l'heure, qui dit oui, mais on fait que 28%. Alors, en réalité, quand on regarde le score de la gauche dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on ajoute le NFP et les divers gauches, en fait, on arrive à 29,78%, donc un peu moins de 30%. Je rappelle qu'on a plus d'un tiers des députés. On a 34% des députés qui sont du NFP. Donc ça veut dire que notre score en termes de députés est supérieur à notre score du premier tour législatif. Maintenant, quand on regarde un peu historiquement, c'est l'une des plus lourdes défaites de la gauche. J'ai repris dans le livre un graphique qui présente l'évolution des rapports de force du premier tour des législatives depuis 93. Donc 93, c'était une énorme défaite, souvenez-vous, pour la gauche. Alors la gauche, c'est-à-dire l'addition des divers gauches, du PS, des Verts, des communistes, etc. Eh bien, on était à 37,24%. En 93, la défaite historique de la gauche, où on a quasiment disparu de l'Assemblée nationale, parce qu'on n'était pas alliés à l'époque, eh bien, c'est moins de 38%, mais c'est 8 points de plus, quasiment, qu'en 2024. Voilà, on a toujours été entre 35 et 47% en 2012, le meilleur score de la gauche, 2012, Hollande, 46,77%, 97, 44,52%. Alors, depuis 2017, 27,56, 2022, 29,36. C'est-à-dire qu'entre 2022, la défaite de la gauche, et 2024, la victoire de la gauche, on est passé de 29,36 à 29,78. C'est-à-dire qu'en 2 ans d'opposition, avec toutes les motions de censure qu'on a fait, les 49.3, etc., on n'a pas progressé du tout. Enfin, si je dis ça, c'est pour qu'on comprenne que l'enjeu de réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on propose alors qu'on est dans l'opposition, c'est que jusqu'à présent, l'opposition ne nous a pas réussi. Je veux dire, sinon, on aurait fait un bond entre 2022 et 2024, et même entre 2017 et 2022. Mais en fait, 27,56, 29,36, 29,78. Ce qui donne l'impression qu'on a augmenté en 2024 par rapport à 2022, c'est que d'une part, on a plus de députés, et d'autre part, effectivement, le NFP couvre plus largement que la NUPES, donc le score des divers gauches a baissé. Mais globalement, le rapport de force de la gauche, il ne s'est pas beaucoup amélioré, en fait, depuis 2022. Autre élément d'analyse, de réflexion, c'est la montée de l'extrême droite. Alors, ce n'est pas une spécificité française. Vous voyez, aux États-Unis, Trump, c'est un vrai problème. En Europe, globalement, l'extrême droite a monté et elle est en coalition de pouvoir dans beaucoup de pays, pas qu'en Italie, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas, dans beaucoup de pays, puis sans parler des pays d'Europe de l'Est, où là, parfois, elle est quasiment... je veux dire, le PiS en Pologne, c'est quand même, ça reste le premier parti. Après quasiment 10 ans de pouvoir, ça reste le premier parti. C'est-à-dire que la coalition qui l'a battu sur le fil, c'est une coalition très hétéroclite. Bref, l'extrême droite augmente en France aussi. Et là aussi, c'est intéressant de regarder l'historique. En 93, l'extrême droite faisait 72,75%. Ensuite 15%, 13%. 2007, moins de 5%, 4,68%. 2012, 13,79%. 2017, 13,5%. C'est-à-dire qu'en 2017, elle fait globalement le score moyen qu'elle faisait depuis 93. Elle n'a pas progressé jusqu'en 2017, l'extrême droite en France. Là aussi, je prends toute l'extrême droite, pas que le Front National ou Rassemblement National. Je rajoute Zemmour et puis d'autres partis. En 2022, après 5 ans de Macron, elle passe de 13,5 à 24,05. Et en 2024, elle prend 10 points, puisqu'elle passe à 34,44. 10 points en 2 ans. Nous, on a fait plus 0,4%, avec beaucoup plus de participation aussi. 4 points, oui, tout à fait. Et l'extrême droite, elle, passe de 24 à 34,4.
Voilà, c'est ça, aujourd'hui, les rapports de force. C'est pour ça que 2027, c'est très compliqué. Et l'extrême droite, elle progresse sur quoi? Elle progresse sur nos propres insuffisances. Parce que c'est un parti d'opposition, l'extrême droite, elle aussi. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas accès au levier du pouvoir, pas plus que nous, en réalité. Mais ils arrivent à gagner, à convaincre qu'ils sont plus influents, plus politiques, alors qu'ils ont moins de députés. Voilà, et que quelque part, ben, ils ont gagné partout là où on est parti, hein, c'est-à-dire dans les. Faut regarder la gauche dans les régions, dans les régions des suburbaines. Alors, donc c'est ça en fait qu'il faut analyser comme situation. Maintenant. Pourquoi cette gauche, elle ne convainc pas? C'est ça la question fondamentale. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre. C'est parce qu'elle n'arrive pas à convaincre de sa capacité à lutter contre le néolibéralisme. Mais bien sûr, quand on dit ça, là, on est entre nous, en tant qu'intellectuels. Les gens, pour eux, le néolibéralisme, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, c'est un concept. Mais essayons de revoir ce que c'est concrètement que le néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme, d'abord, c'est une idéologie, on peut le dire, mais c'est pas une théorie. C'est pas scientifique. C'est pas quelque chose qui essaie de décrire la réalité du monde. C'est censé être une théorie décrit la réalité du monde. Non, le néolibéralisme, c'est une doctrine. Ça a une vocation applicative. Ça dit ce qu'il faut faire. C'est une doctrine de ce que doit faire l'État dans l'économie. Alors, sur quoi repose le néolibéralisme? Eh bien, il repose sur un rapport au prix. D'abord, il considère, le néolibéralisme, que le rôle premier du marché, c'est de déterminer des prix à partir des forces de l'offre et de la demande. Alors ça, c'est une théorie économique, c'est-à-dire c'est une théorie d'explication de la formation des prix. C'est ce que vous connaissez tous, les lois de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, alors les prix baissent, et quand la demande est supérieure à l'offre, alors les prix augmentent. Cette dynamique offre-demande, eh bien, nous dit néolibéraux, ça crée des prix. Et ils nous disent une deuxième chose, ils nous disent l'intérêt de ces prix, c'est qu'ils agrègent toute l'information qui existe dans la société. Pourquoi? Parce que l'offre et la demande, elles émanent des individus. Les individus, ils ont un intérêt pour un bien, par exemple, ils vont devoir l'acheter, vouloir l'acheter, et du coup, ils vont faire monter le prix. Et donc l'idée des néolibéraux, c'est de dire le marché est un système qui agrège de l'information, dispersée chez tous les gens, et qui va la transformer en prix. Et ils me disent ça, c'est un truc que l'État ne peut pas faire, parce que l'État ne peut pas connaître toute l'information, il ne peut pas lui-même agréger l'information. C'est ce que le marché fait. Donc ça, il commence par dire, il y a une supériorité du marché sur l'État, c'est sa capacité à utiliser, exploiter l'information dans la société pour la transformer en prix. C'est la première idée. Ça, c'est une idée qui vient des années 20, de Mises, Hayek, des débats théoriques de l'époque, et qui aujourd'hui est complètement admise chez les économistes. Deuxième grande idée, les prix, eh bien, ils ont une action sur des incitations. C'est-à-dire que les prix de marché vont pousser les individus, lorsque les prix de marché évoluent, à acheter ou vendre, et du coup, ça va coordonner le comportement social. C'est-à-dire que le marché, c'est à la fois un agrégateur d'informations, c'est le point 1, et le point 2, eh bien, ça pousse à changer les comportements, à adapter les comportements. Ça, c'est l'autre loi de l'offre et la demande. Quand les prix augmentent, les gens, ils achètent moins, et quand ça baisse, eh bien, ils achètent plus. Eh bien, ils nous disent, ça, c'est un mécanisme autonome qui a sa propre légitimité et qui permet de coordonner efficacement la société. Mais alors, du coup, quand on voit cette vision-là du marché, eh bien, on en déduit mécaniquement une vision de ce que doit faire l'État. Et l'État, il ne doit surtout pas entraver ce processus. Parce que nous disent les néolibéraux, ils nous disent parce que ça, c'est efficace. Et donc, le rôle de l'État, c'est de s'assurer que les marchés fonctionnent bien dans leur mécanisme de détermination des prix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État doit surveiller la concurrence avec des autorités de la concurrence. Il doit permettre le libre-échange. Alors, pourquoi le libre-échange? Parce que plus le marché est vaste, plus il est important, plus il y a d'offreurs et de demandeurs sur un marché, plus il y aura de concurrence, plus les prix seront justes. Oui, parce que si vous avez un monopole, il n'y a plus de prix de marché. Le monopoleur, il va décider lui-même de son prix. Donc ça casse la mécanique d'agrégation de l'offre et de la demande, d'agrégation d'informations. En gros, le monopoleur, il va détruire le marché. Le libre-échange permet d'éviter les monopoles en étendant le plus possible la force du marché. Bien sûr, il faut interdire à l'État de réglementer les prix. Parce que ça, c'est contraire à la fonction du marché et à la capacité des prix à rendre compte de l'état de la société. Il faut aussi que la monnaie ne soit pas inflationniste, parce que la monnaie, lorsqu'elle est inflationniste, lorsque la gestion monétaire est mauvaise, eh bien, ça dénature les prix. Donc, on va mettre des banques centrales indépendantes. Alors ça, c'est, on peut dire, la base
de réflexion des néolibéraux. Ensuite, ils vont rajouter un certain nombre d'autres éléments, parce que les néolibéraux, il faut comprendre qu'ils ont conçu leur théorie dans les années 30, au moment de la crise du libéralisme. Et donc pour ça, eh bien, ils disent il faut quand même maintenir un ordre social, il faut que le marché soit accepté comme norme de la société. Et pour ça, il faut que chacun s'y retrouve. Donc si jamais, à l'issue du processus de marché, il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre ou pas de quoi se loger, etc., ben, c'est pas bien. Donc on va donner des allocations aux gens, des allocations en espèces. Donc ils ont tout un aspect de leur théorie, et on la retrouve chez Hayek, chez Friedman, chez les grands auteurs néolibéraux, qui disent l'État, ben, l'une de ses fonctions, c'est d'accompagner les ménages dans leur consommation, d'accompagner les entreprises dans leur capacité à produire lorsque elle fait face à des problèmes spécifiques qui peuvent se passer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de l'État qui doit distribuer de l'argent pour faire fonctionner le marché correctement. Et donc, ils ne sont pas du tout contre la hausse des dépenses publiques, par exemple. Tant que cette hausse des dépenses publiques ne dénature pas le marché et qu'au contraire, elle l'abonde, elle l'irrigue avec de l'argent frais. Donc, il faut maintenir un ordre social par des allocations. Il faut corriger les défaillances de marché. Par exemple, la question du réchauffement climatique impose de mettre un prix au carbone. Alors là, par exemple, ils conçoivent que le prix du carbone peut ne pas être bon parce que le coût de l'émission de carbone n'est pas pris en compte par le marché. Donc, les néolibéraux sont d'accord pour dire, dans ce cas-là, on va créer un prix en plus pour changer les incitations et permettre d'éviter de détruire la planète. De la même façon, ils disent qu'il faut subventionner certaines productions qui sont utiles socialement, mais qui ne sont pas récompensées par le marché. Par exemple, la recherche. Donc, on va faire le crédit impôt recherche, par exemple, aux entreprises. Dernier élément, j'ai 20 minutes. Dernier élément, préserver l'état de droit. C'est très important chez les néolibéraux. L'état de droit, c'est l'autolimitation de l'État. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour eux, ça veut dire qu'il faut que l'État, lorsqu'il mène une action dans l'économie, cette action soit prévue au préalable par des règles. On ne peut pas avoir des interventions discrétionnaires. Donc ça, fait partie des éléments très importants. Et c'est pour ça que, personnellement, je distingue le populisme du néolibéralisme. Parce que le populisme, il attaque l'état de droit. Donc il sort de la matrice des néolibéraux. Alors, il ne sort pas forcément pour quelque chose de mieux. Parce qu'en réalité, ce que font les populistes, notamment de droite et d'extrême droite, c'est de rentrer dans un autre système, qui est un système néo-féodal. On va garder le marché, on va garder les rapports de force du marché, mais on va avoir un État qui va s'appuyer sur des formes de féodalité économique et qui va même en faire partie lui-même. Je pense que l'économie russe, c'est une économie de type féodal en réalité, hein, avec des rapports de force. En Chine, c'est sans doute un peu la même chose. Et ça, ce n'est pas des systèmes néolibéraux au sens classique du terme. Bon, alors par rapport à ça, que fait la gauche? La gauche, eh bien, effectivement, elle est un peu embêtée. Elle est un peu embêtée pour deux raisons. D'abord parce qu'une grande partie de la gauche a conçu et déployé le néolibéralisme en Europe et dans le monde. Par exemple, ça a été dit tout à l'heure, ce matin, souvenez-vous, Mitterrand, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais quand même, des choses objectives, c'est-à-dire que Mitterrand, il a nommé Delors commissaire européen. Delors, d'abord, il l'a nommé ministre des Finances, ensuite commissaire européen. Donc c'était le tournant de la rigueur, et puis ensuite, c'était l'organisation, la création du marché unique. Qu'est-ce que c'est que le marché unique européen? C'est la libre circulation du capital et du travail, en plus de la libre circulation des marchandises, qui était le marché commun. Ça met en concurrence les systèmes productifs d'un pays à l'autre. Et ça produit au démantèlement des monopoles publics. Oui, parce que quand on avait un monopole pour la production d'électricité, EDF, eh bien, c'était l'État qui, de fait, décidait du prix de l'électricité. Et ça n'allait pas, puisque ce n'est pas conforme à la doctrine néolibérale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise la concurrence en permettant à ce que le prix de marché soit décidé sur un marché des producteurs entre eux et qui est aussi un marché des distributeurs. Bref, on refait une forme de système de marché fruits et légumes, marché de gros, marché de détail, sauf que les détaillants sont juste des fournisseurs qui facturent un produit homogène produit par d'autres. Les socialistes ont aussi conçu la libre circulation du capital avec tout un ensemble de règles qui ont été mises à l'échelle mondiale, c'est-à-dire au FMI, avec Candesu, alors qui n'est pas un socialiste, mais qui a été nommé par Mitterrand, Michel Candesu, qui a organisé la libre circulation du capital à l'échelle mondiale.
Et puis on a un socialiste à l'OCDE qui, en tant que gestionnaire du Bureau des règlements internationaux, a fait en sorte qu'on harmonise les règles pour que partout dans le monde, on puisse avoir la libre circulation du capital. Et la libre circulation du capital, c'est un élément essentiel de la mondialisation, puisque ça permet, finalement, en fait, la conséquence de la libération du capital, il faut bien en avoir conscience, c'est l'émergence des paradis fiscaux. Il faut comprendre que le problème des paradis fiscaux n'est pas un problème d'harmonisation fiscale, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y aura jamais d'harmonisation fiscale. Ou alors, il faudrait que tous les pays aient la même fiscalité, ce qui veut dire que quand vous votez pour un représentant politique, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre fiscale. C'est la destruction de la démocratie, l'harmonisation fiscale ultime. Alors bien sûr, on peut faire une harmonisation par le bas en disant, voilà, on va avoir des taux d'imposition de 15% minimum, mais très vite, ça veut dire on va tous se caler sur l'uniformisation des fiscalités mondiales, mais c'est pas possible de penser ça dans un cadre démocratique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler les mouvements de capitaux. Et il faudrait les contrôler vis-à-vis des paradis fiscaux. Et il faudrait les contrôler vis-à-vis des paradis fiscaux. Si, quand une entreprise française ouvre une succursale dans les îles Caïmans ou en Irlande, l'État met son nez dedans, dit « Mais pourquoi vous faites cette succursale? Quel est l'objectif derrière ça? Quels sont les mouvements de capitaux qu'il va y avoir ?» C'est ça le contrôle des mouvements de capitaux, c'est pas l'interdiction des mouvements de capitaux, c'est pas supprimer les systèmes de paiement internationaux, ça n'a jamais été ça. Mais jusqu'en 86, la France avait un contrôle des mouvements de capitaux. Et ça faisait que les paradis fiscaux ne pouvaient pas exister dans un système comme ça. Ça c'est un truc, les socialistes en général, je veux dire la gauche en général, est toujours en train de dire il faut harmoniser la fiscalité en Europe, vous allez voir, on va lutter contre les paradis fiscaux, mais c'est du flan. On ne luttera contre les paradis fiscaux que lorsqu'on mettra un terme à la libre circulation du capital, au principe selon lequel vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent, vous pouvez le mettre dans n'importe quel pays, quelle que soit sa fiscalité, quelles que soient ses normes. C'est pas possible ça. On contrôle les flux de personnes, on contrôle les flux de marchandises, mais on ne contrôle pas les flux de capitaux. C'est quand même pas problématique. Même dans le cadre du libre-échange, on contrôle ce qui vient sur nos territoires. On a des douanes qui contrôlent notamment la conformité des produits qui sont importés. Par contre, l'argent, non, on ne contrôle pas. Et on s'interdit de contrôler. C'est ça, la libre circulation de capital. Bref, je ne parle pas des libéralisations qui ont été organisées par la gauche et des privatisations. Et j'en termine. Dernier élément, pourquoi la gauche n'arrive pas à lutter contre le néolibéralisme? Eh bien parce que toute une partie de la gauche est devenue une gauche identitaire. Alors qu'est-ce que j'appelle une gauche identitaire? Une gauche d'abord qui va chercher à parler à son identité, à son électorat. Qui va avoir des écrivains qui vont nous écrire des livres pour nous parler comment le printemps républicain a corrompu la gauche. Qui va nous faire beaucoup de textes qui s'adressent finalement à l'intime, c'est-à-dire à comment on gère notre relation de couple, qui va avoir un aspect identitaire au sens où pour des élections européennes, eh bien on va mettre en avant le conflit à Gaza, où on va demander de mettre des drapeaux palestiniens partout dans les universités. Tout ça, en fait, n'est pas des propositions sérieuses qui vont changer le monde. C'est des propositions qui servent à s'adresser aux identités de ceux qui sont nos électeurs, en fait, ou plus précisément de ceux qu'on croit que sont nos électeurs. C'est un discours davantage moral qui va chercher à placer la gauche dans le camp du bien et qui, du coup, va finalement avoir une position politique assez intolérante, parce que si nous, on est dans le camp du bien, tous les autres ne sont pas d'accord avec nous, sont forcément dans le camp du mal. Mais évidemment, ça, c'est l'antithèse de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est des rapports de force, ça a été dit, c'est des négociations. Et en fait, quand on a une gauche identitaire, eh bien, on est sur des valeurs morales, on n'est plus sur des rapports de force, on n'est plus sur des négociations, on n'est plus sur qu'est-ce qui peut concrètement aider les gens. Tout à l'heure, Emmanuel disait que la gauche était matérialiste, et j'en suis d'accord. On est là pour améliorer les conditions matérielles, pas pour afficher une posture politique. Cette gauche identitaire, elle va chercher à surfer sur les mécontentements, en rassemblant tout un ensemble de mécontents qui ne sont pas d'accord du tout entre eux. Les féministes et les islamistes, par exemple. J'exagère à dessein, mais vous comprenez le truc. Cette gauche identitaire, elle ne parle plus d'économie. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait quand elle veut parler d'économie? Elle parle de redistribution. Pas de changer les structures de l'économie, mais de taxer davantage les riches pour donner davantage aux pauvres. Alors c'est très populaire, mais en fait, le problème de la distribution, de la redistribution, c'est que c'est quand même très, très, très limité.
pour des raisons de mondialisation, de structure économique. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec les paradis fiscaux, si on ne limite pas les mouvements de capitaux, dès qu'on va augmenter les taxations sur les entreprises, par exemple, ou sur les riches, on va avoir toute une perte fiscale, et donc on ne pourra pas redistribuer comme on veut. Et derrière tout ça, et j'en termine là, il y a évidemment la question européenne, qui est au cœur, qui faisait partie du débat, finalement, de la première table ronde. Pourquoi l'application européenne fait débat? Parce que la gauche, identitairement, elle est pro-européenne. Elle pense que l'Europe, finalement, c'est, de toute façon, comme elle est sur des postures, elle pense simplement, si on s'assemble, si on s'allie, on sera plus fort. Oui, ça, c'est des postures, parce qu'en réalité, la Corée du Sud, voilà, on ne fera pas la guerre. La Corée du Sud, elle est alliée avec personne et elle nous bat sur tous les plans technologiques. Alors, elle a d'autres problèmes, mais enfin, franchement, quand on voit ce petit pays de 40 millions d'habitants qui arrive à avoir une des plus grandes entreprises mondiales de l'électronique, nous, avec notre marché de 500 millions d'habitants, de consommateurs, parce que maintenant c'est un grand marché, il n'y a plus de projet politique dans l'Europe, c'est juste être un grand marché, et vous allez voir, mais n'empêche que on n'a pas réussi à s'imposer sur le marché des smartphones, alors qu'on avait Nokia quand même à une époque, qui était suédois. Bref, il y a un échec européen, mais comme on est identitaire, comme on est sur l'idée morale que s'associer c'est bien et se diviser c'est mal, on est incapable de penser l'Europe comme un véritable projet politique. Et ça, c'est vrai pour la première gauche qui a utilisé l'Europe pour mettre en place le néolibéralisme, comme pour la seconde qui finalement s'occupe plus trop d'Europe, à part sur des questions morales. Bref, malheureusement aujourd'hui, on n'a pas de gauche, et je le regrette vraiment, enfin, si, nous sommes là heureusement, mais globalement, dans la majorité des partis du NFP, la question du néolibéralisme n'est pas prise en compte de manière prioritaire. Voilà. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Je termine juste un truc, parce que le dernier chapitre du livre s'intéresse à une proposition concrète, c'est la question agricole. Je pense que l'une des moyens d'attaquer le néolibéralisme, à la fois en étant populaire et en attaquant sur une chose très importante, c'est d'assurer la souveraineté alimentaire et en reposant la question agricole. Et ça veut dire démarchandiser une partie de l'agriculture, et c'est quelque chose qui est possible à faire, même sans changer les traités européens. Donc si on veut être un peu ambitieux, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est qu'un exemple, on pourrait faire beaucoup de choses sur d'autres domaines. Mais j'arrête là parce que Frédéric va m'engueuler. Ouais, je ne sais pas que je vais t'engueuler, parce que c'est toujours passionnant.